Bonjour à tous. Alors comme convenu, voici la correction du degré d'hyperstatisme du CRIC pour automobile. Il y a eu effectivement un souci sur le comptage du nombre de pièces et on va voir ça tout de suite dans la correction. Tout d'abord, un petit rappel concernant notre CRIC. Ici, nous avons la pièce 1 en liaison pivot en A, la pièce 2 qui comprend deux autres liaisons pivot en B et en C, c'est-à-dire que la pièce 3 est en liaison pivot par rapport à 2. La pièce 7 est en liaison pivot au point C. La pièce 4 est en liaison pivot par rapport à 7 au point D. On a dit que les points C et D étaient à confondre. Il fallait les considérer ces deux points-là étant confondus de façon à éviter une mobilité de rotation par là. Ensuite, une liaison hélicoïdale entre 5 et 4 au point E. Une liaison pivot de la pièce 5 par rapport à la pièce 3 au point F. Une liaison pivot de la pièce 6 par rapport à la pièce 3 en G. Un appui-plan en H par rapport à l'automobile et au point O ici. Et au point O ici, un appui-plan par rapport au sol. Sur la page suivante, j'ai repris le graphe des liaisons et on va pouvoir noter ces différentes liaisons. Donc entre 1 et 2, on a une pivot en A porté par Z. Ça fait 5 inconnus. Entre 2 et 7, une liaison pivot au point C, une pivot en C portée par Z, 5 inconnus. Entre 7 et 4, une pivot entre 7 et 4 en D, porté par un autre axe, et on avait défini cet axe-là comme l'axe X4 en D porté par X4, 5 inconnus à nouveau. Entre 4 et 5, la liaison hélicoïdale. Entre 4 et 5, la liaison hélicoïdale en E d'axe X4. Entre 5 et 3, une pivot en F, portée par Z. Entre 3 et 6, une pivot au point G, portée par Z, au point G, portée par Z. 5 inconnus, 5 inconnus. L'hélicoïdale, nous avons une entrée et une sortie, on n'a qu'une seule mobilité sur les 6 degrés de liberté, ce qui fait 5 inconnus. On pourrait considérer le sol ici, et puis la caisse de la voiture, avec des appuis-plans supplémentaires. On le verra après. On refera les calculs après. De toute façon, le degré d'hyperstatisme va se situer dans cette boucle-là. C'est-à-dire que tout ça étant lié les uns aux autres, eh bien on va voir que l'hyperstatisme, s'il y a de l'hyperstatisme, que ça va se situer à ce niveau-là. Tout ce qui part en dehors se trouve libéré, sauf si effectivement entre ici, le sol et le châssis de voiture, on a le bâti qui est relié. À ce moment-là, et bien à ce moment-là, on va avoir une autre boucle dans cette zone-là. Ça me fait remarquer qu'entre 2 et 3, je n'ai pas noté. Entre 2 et 3, on a une liaison pivot en B. Une pivot en B, portée par Z. 5 inconnus. Donc, le degré d'hyperstatisme H, c'est égal au nombre d'inconnus statiques moins 6 facteurs de n, le nombre de pièces, moins 1 pour le bâti, plus
MU plus MI. Donc en TD, on avait bien défini les mobilités internes, on avait bien défini les mobilités utiles, le nombre d'inconnus statiques, le degré d'hyperstatisme, et là, le nombre de pièces, y compris le bâti. C'est pour ça qu'il y a moins 1, parce qu'on compte le bâti. On avait considéré la pièce 2 immobile, hein, tenue par la main, pour voir un peu ce qui se passait. C'est-à-dire que si je tiens la pièce 2, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on a une mobilité, la pièce 1 peut pivoter librement par rapport à 2, donc on a une mobilité interne. L'ensemble étant tenu par 2, on a une deuxième mobilité, la pièce 6 qui est en liaison pivot, au point G. Donc MI, c'est égal à 2 mobilités. MU, mobilité utile, on en a une. En effet, lorsqu'on regarde le cric, ici, je vais avoir ma manivelle, je vais faire tourner ma manivelle, et donc dans ce cas-là, en faisant tourner ma manivelle, l'écrou va se visser ou va se dévisser, enfin la vis va se visser ou se dévisser dans cet écrou. Cet écrou ne peut pas tourner puisqu'il est tenu par la liaison pivot ici. Hein, c'est-à-dire cet axe-là, l'axe 5, là ici, ne peut pas tourner sur lui-même. Alors que la vis 4, elle, peut tourner, puisqu'elle est en liaison pivot par rapport à 7. Donc lorsque je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, la vis va venir se visser dans cet écrou-là, la distance va se réduire ici, faisant réduire l'angle de la pièce 3 par rapport à la pièce 2, et elle va pour incidence de monter vers le haut pour lever l'automobile. Donc on n'a bien qu'une seule mobilité. Le nombre de pièces, bah c'est simple, hein. Le bâti sera 2, mais il est bien numéroté, donc une pièce, 2 pièces, 3, 4, 5, 6, 7 pièces. Et c'est là que a eu lieu l'erreur lors du TP du jeudi matin. Nous avons bien 7 pièces. Le nombre d'inconnus statiques. Le nombre d'inconnus statiques, NS, 5 inconnus, 5, 5, 5, 5, 5, 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons 7 fois 5 inconnus. 35 inconnus. Nous avons totalement défini MI, MU, le nombre de pièces, NS. On va pouvoir calculer H, le degré d'hyperstatisme. H sera donc égal à 35 moins 6 fois 7 moins 1 plus 1 plus 2. 35 moins 6 fois 6 plus 3, 38 moins 36. H est bien égal à 2. Rien à voir avec le degré 7 ou 8, je ne sais plus qui avait été noté, à cause du nombre de pièces. On a un degré d'hyperstatisme de 2. Regardons un petit peu d'où vient cet hyperstatisme de 2. Donc, la pièce 3, là, elle est en liaison pivot au point B. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas coulisser suivant l'axe Z. D'accord? Ici, on la contraint par rapport à Z. De la même manière, on va éviter une rotation dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas tourner. C'est-à-dire que si je fais tourner 2 comme ça,
eh bien, la pièce 3, elle va s'en aller dans un sens ou dans l'autre, en fonction de la rotation. Donc, la pièce 3, elle est maintenue en Z. La pièce 5 est maintenue en Z, puisque c'est une liaison pivot ici. Ici, la seule mobilité se trouve dans l'axe, donc en Z, c'est maintenu. La pièce 4, la seule mobilité, c'est une rotation, donc en Z, c'est maintenu. Et en D, et en C, pardon, même chose. Ce qui fait qu'au moment où je vais monter cet ensemble-là, quand je vais me raccorder en C, ben je vais avoir une position en Z qu'il va falloir que j'ai en termes de construction, en termes de précision de construction, au point C. Donc là, il y a 1 degré d'hyperstatisme lié à cette fameuse cote en Z. Le deuxième degré d'hyperstatisme, il est lié à la rotation. C'est-à-dire que là, si ici je fais tourner légèrement 2 par rapport à 3, si 2 et 3 ne sont pas parfaitement perpendiculaires dans le plan Z, 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 X2, si 3 n'est pas parfaitement perpendiculaire au plan formé par Z, X2, si ensuite la pièce 5 n'est pas parfaitement perpendiculaire au plan, on va dire pareil, Z, X3, en fait tout simplement, si 5 n'est pas perpendiculaire à Z, de la même manière que la pièce 3, si l'axe 3 n'est pas perpendiculaire à Z, 4 étant forcément aligné par rapport à 5, x4 va être suivant la même condition, c'est-à-dire s'il n'est pas parfaitement perpendiculaire à Z, eh bien on va avoir un décalage qui va se prolonger jusqu'ici. Et au moment où on va monter la pièce 7 sur la pièce 4, en imaginant que la pièce 7 soit déjà montée sur la pièce 2, si la pièce 7 est montée sur 2 et que ce n'est pas parfaitement perpendiculaire par rapport, encore une fois, à un axe qui est comme ça, là, qui n'est pas x4, puisqu'on a un petit bras de levier, là, on a un petit angle. Donc cet axe-là et l'axe Z, le plan formé par ces deux-là, si on n'est pas parfaitement perpendiculaire, si l'axe 7 n'est pas parfaitement perpendiculaire à Z, à ce moment-là, au moment où on va assembler au point D, il va y avoir une contrainte. C'est une contrainte de rotation. Et là, je parle plus de la fameuse dimension, même si ça peut se cumuler avec la cote en Z, ou se récupérer par rapport à la cote en Z, à un instant T, ça peut se récupérer. Mais au moment où on va manipuler ce triangle, quand il va s'ouvrir ou quand il va se refermer, eh bien, ces rotations, si ce n'est pas parfaitement aligné, si ce n'est pas parfaitement perpendiculaire, eh bien, on va avoir cette deuxième contrainte qui correspond au deuxième degré d'hyperstatisme. Dans le cas où on a le sol, qui est donc en appui-plan avec le pied du cric, on a 3 inconnus, on a 3 mobilités. Les 3 mobilités vont être les 2 translations suivant x et puis suivant z, et une rotation au y. Donc le pied peut bien se déplacer sur le sol avec un appui-plan en x, en z, et rotation autour de y. L'automobile ici. L'automobile ici, il faut considérer qu'il n'y a pas cette liaison au bâti, sinon la voiture ne peut pas monter. Et on a déjà vu à ce moment-là qu'on serait hyperstatique en termes de cote et qu'il n'y aurait plus de mobilité ici. On reprend. Pas de liaison au bâti. La voiture peut simplement monter. Elle peut en fait bouger dans sa globalité. Ce qui fait que l'ensemble du cric ici peut pivoter autour de A. La pièce 6 peut pivoter autour de G.
Et on a un appui-plan ici qui autorise 3 mobilités, une translation suivant x6, une rotation autour de y6 et une autre translation autour d'un z6 qu'on pourrait imaginer ici. En écriture, ça nous donne deux appuis-plans, donc 2 fois 3 inconnus, au niveau du nombre d'inconnus statiques, plus nos 7 pivots, enfin 6 pivots plus une hélicoïdale, ce qui nous donne 41 inconnus. Le nombre de pièces, on a 7 pièces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On arrive bien à un total de 9 pièces, 7 plus sol plus auto, 9 pièces. Les mobilités, la mobilité utile, on tourne la manivelle et une ascension suivant Y. Les mobilités internes, on les a listées à l'instant. Les mobilités internes, un appui-plan en haut, une rotation en A, une rotation en G, un autre appui-plan, ce qui autorise les deux translations x6, z6 et une rotation y6. En mobilité interne, nous avons donc 8 mobilités, 3, et 3, 6 et 2, 8. Un total de mobilité égale à 9. Ce qui nous donne, en écrivant l'équation, degré d'hyperstatisme H, c'est égal à nombre d'inconnus statiques, moins 6 facteurs de nombre de pièces, moins 1, plus MU, plus MI. Nombre d'inconnus statiques, 41. Moins 6 facteurs de nombre de pièces, 9 moins 1, plus 1, plus 8. 41, plus 1, plus 8, moins 6 fois 8. 41, 42, 8, 50. Moins 6 fois 8, 48. On a un degré d'hyperstatisme H qui vaut 2. Ce degré d'hyperstatisme de 2, encore une fois, comme cette partie-là, elle est mobile, puisque c'est la voiture sur sa suspension, hein, elle peut bouger un petit peu dans tous les sens, ça peut tourner, etc. L'hyperstatisme se situe dans cette boucle-là. C'est ce qu'on appelle une boucle cyclomatique, puisque là, c'est un ensemble de solides fermés. Si on considère que c'est lié au bâti, on a une autre boucle cyclomatique qui se trouve ici, sachant que c'est automobile et sol seraient fixes, hein, si on considère ça comme un bâti, on aurait une autre boucle cyclomatique ici, avec celle-là. Mais là, on est, à part le fait d'en avoir parlé, on ne va pas s'amuser à le calculer. Voilà, c'est tout pour cette correction. Concernant le sécateur, un exercice pour s'entraîner. Je vous invite à faire l'ensemble des questions et vous me renvoyez vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires sur cette zone-là. Juste une chose, on va avoir un moteur électrique qui va se situer ici, qui nous fait tourner la pièce 4 qui est en liaison bâti par rapport, qui est en liaison pivot par rapport au bâti 0. Le bâti 0, c'est encore tout ça. On a un système vis-écrou, donc une liaison écoïdale en C. L'écrou va venir se déplacer suivant l'axe x0 passant par C. Cet écrou pourrait éventuellement tourner, mais il est empêché par cet ensemble-là. Hein, on n'a que des liaisons pivots, donc comme on a des liaisons pivots, c'est rigide, et il ne peut pas tourner. Donc il va simplement se déplacer. Hein, le point B va avoir une trajectoire portée par x0. Ici, on va avoir un système de bielle, hein,
qui vont entraîner le point M, hein, puisque la pièce qui se trouve ici, là, c'est le bâti, hein, c'est-à-dire cette partie-là ne bouge pas. Le point M, il est lié à cette pièce-là. Le point M est lié à cette pièce-là. Ensuite, on a une biellette pour relier la pièce repère 1. Question subsidiaire, représenter le schéma du mécanisme. Point C déplacé de 15 mm vers la droite. Point C déplacé de 15 mm vers la droite. Et donc, il faut simplement redessiner. Donc, vous vous souvenez, hein, un compas, hop, le point A va se déplacer sur cette trajectoire-là, le point B sur celle-ci, le point B s'étant déplacé de 15 mm, point de centre de nouveau point B, on représente l'ouverture AB avec le compas, on fait notre arc de cercle, intersection, on a les points, ensuite on n'a plus qu'à redessiner la partie mobile du sécateur, la pièce repère 1, pour voir un petit peu la position qu'on obtiendra à la fin. Concernant la question 3, l'exercice 3, à partir d'un dessin d'ensemble qui se trouve ici, nous avons une pompe à pistons axiaux, donc il y a plusieurs pistons et c'est une pompe axiale, donc là on a 5 pistons, on en a un de représenté en coupe ici, celui-ci, coupe AA. On a notre piston qui est en liaison pivot glissante dans la partie hachurée. Ici on a une partie hémisphérique qui vient sur un plateau incliné. Ce plateau incliné est en liaison pivot par rapport au bâti, par ce roulement à rouleau conique et par ce roulement à rouleau cylindrique. Hein. Lui, il est là pour encaisser les charges radiales, alors que celui-ci, il est là pour encaisser les efforts axiaux dus au piston qui se trouve en appui. Ici, on aperçoit un autre piston, celui-ci, qui n'est donc pas coupé puisqu'il est derrière le plan de coupe ici. Et on voit bien la partie hémisphérique dans un petit logement ici. Cette partie-là, le dessin de cette partie-là, on le retrouve ici. Alors c'est marqué vue suivant F2 de la face avant du plateau 3. Le plateau 3, le voilà. Suivant F2. Donc en fait c'est un plateau incliné. Où nous avons une lumière permettant l'admission ou l'échappement de l'huile. En fait, là, c'est l'admission d'huile. C'est-à-dire que l'huile va venir, donc ça baigne dans l'huile ici, et au moment où on va être en phase de compression, c'est-à-dire que quand le piston va frotter dans cette zone-là, quand on est en compression, l'huile s'échappe par ce système de clapet. Quand le piston redescend sur sa phase descente ici, eh bien, le ressort poussant le piston va créer une augmentation du volume qui se trouve ici. Et comme il y a une ouverture ici, quand ça va être en correspondance avec cette lumière-là, l'huile va pouvoir passer à l'intérieur du piston creux. Donc les questions, c'est quoi? Identifier les groupes cinématiques, donc là il faudra colorier, paramétrer et repérer. Donc paramétrer, ben voilà, il faudra noter certains points remarquables, mettre un repère, pas très compliqué, hein. Et puis réaliser le graphe d'adhésion minimal, déterminer le degré d'hyperstatisme, réaliser le schéma de principe cinématique, analyser, justifier les dispositions constructives de liaison intergroupe, cinématique ou intragroupe, de façon à pouvoir voir un petit peu là où ça pourrait être hyperstatique.
Donc, concernant le coloriage, bah, vous faites le travail, vous déterminez le degré d'hyperstatisme après avoir réalisé votre schéma cinématique et vous m'envoyez ça pour correction si vous le souhaitez.